Bordel, je suis vraiment le pire. Je me mets à tourner une vidéo quand il y a un temps dégueulasse et que ça peut s'entendre au micro avec la pluie. Enfin bon, on s'en bat les couilles. Messieurs, dames, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo lecture, bilan lecture du mois d'octobre. Des lectures qui ont été... décevant un peu, hein. Bon, commençons par la première déception, j'ai envie de dire, malheureusement. Le tome 2 de Redneck, pas fou. Déjà, faut savoir que Redneck, c'est une série que j'ai lue parce que je suis un kikou américain, total. Il y a des kikou jap, il y a des kikou américains. Moi, je suis un kikou américain. Tout ce qui est lié de près ou de loin à l'esprit texan, à l'esprit redneck, comme le titre, à l'esprit white trash et tout, je lis direct. Je compte commencer aussi, Southern Bastard. Donc en gros, je suis un kikou américain. Et Redneck, pour moi, il y avait un bon mix entre histoire de vampire et un peu de la culture américaine, tu vois. Et le fait est que le premier tome était plutôt cool. Je sais pas dans quelle vidéo lecture j'en ai parlé, je vous mettrai une fiche là-haut. Mais j'ai plutôt bien aimé. Le seul point négatif, c'est le dessin qui est pas... voilà, pas fou. Et c'est à peu près le plus gros point négatif du tome 2, c'est que c'est encore pire. Les dessins sont cauchemardesques. Je n'ai jamais rien vu d'aussi imprécis. Les couleurs n'aident pas. Enfin, graphiquement, j'ai aucun argument pour défendre le titre. Je ne peux pas vous dire que c'est beau parce que ça ne l'est pas. C'est pas beau. Et je peux même pas vous dire que ouais, c'est un style d'habitude. Je vous dis ouais, c'est un style, c'est plus un outil à la narration, machin. Là, c'est même pas le cas. C'est juste pas beau. Alors quand un comic c'est pas beau, mal barré. Du coup, par rapport à la fin du tome 1, je crois il y a une petite ellipse. Et on retrouve des personnages qui sont apparus en cours du tome 1 dans le tome 2. Et en fait, j'ai une impression très bizarre avec ce tome. Autant dans le tome 1, l'histoire elle se concentre plus sur une guerre de famille. En fait, t'as la famille de vampires contre une famille qui vit dans la même ville. Et en gros, c'est une guerre qui remonte à plusieurs générations. Et est-ce que j'ai lancé le rec ? Je sais pas. Oui, j'ai lancé le rec. Je préfère vérifier parce que ça m'est déjà arrivé de pas l'avoir lancé et de parler devant la cam pendant 30 minutes. Dans le vide. T'as des rapports assez intéressants, c'est pas la série de l'année, mais c'était cool à lire. Autant là... Le vide. Je sais même pas quoi dire. C'était vraiment pas ouf. Voilà, c'était pas ouf. La tension de l'histoire, elle redescend totalement. J'ai pas été investi une seule fois dans l'histoire générale, tu vois. Donc, pour être très honnête, je sais même... Enfin, je vais dire, je sais pas si je vais prendre le tome 3. Je vais sûrement le prendre, histoire d'avoir la série complète. Mais ouais, c'est pas... bon. Ça partait bien pour le tome 1, même si je sentais que ça allait pas être ouf. Et là, le tome 2, il m'a totalement mis une baffe. Bon, on va continuer avec un truc... Pareil, pas fou. En tout cas, je suis en manque d'informations. October Faction tome 1. Faut savoir que ça, c'est un truc que j'ai acheté il y a un petit moment quand même. Et ça a un peu pris la poussière dans ma bibliothèque. J'ai jamais vraiment trouvé le moment pour le lire. Et là, mois d'octobre, Halloween, horreur, tout ça, je me suis dit, allez, on y va. Ça a l'air d'être dans le thème. La couverture dit que c'est dans le thème en tout cas. Donc on s'y jette. Et j'ai eu du coup quelques attentes. Normal. Et ben j'ai été déçu. L'histoire globalement, c'est l'histoire d'une famille de chasseurs. Où en fait le père est un chasseur de monstres retraité. Il a arrêté, maintenant il est prof. Et en gros les enfants veulent rentrer dans le business. Et le père est un peu contre et tout. Déjà, tu vois, de ce postulat-là, j'ai l'impression que c'est un thème qui est vraiment classique et qui a été vu 20 fois. Un truc que j'ai surkiffé dans ce titre, c'est l'ambiance graphique. Oh mon dieu! Horriblement magnifique. C'est ultra particulier. Les formes sont ultra exagérées. Et la colorisation et la luminosité qui est donnée aux scènes fait qu'en fait on sort les personnages de l'arrière-plan en fait de la scène dans laquelle ils sont. On dirait qu'il y a tout le temps un spot au-dessus d'eux en fait. Ça fait un truc tellement creepy. Mais c'est super, c'est trop bien. Moi j'adore. Et c'est comme avant en fait, j'ai un sentiment vraiment bizarre avec ce tome, c'est que j'ai lu un tome entier et j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. À aucun moment j'ai vu un espèce de gros fil conducteur. Tu vois, une grosse histoire générale, à aucun moment j'ai vu ça. J'ai vu plein de petites storylines, j'ai vu plein de petits trucs qui étaient entremêlés. Et à aucun moment tu te dis, oh putain, le cliffhanger de la fin du tome. Et j'ai envie de lire pour le genre de fanservice Halloween horreur qui est proposé, tu vois. Mais en soi, en termes d'histoire principale, il n'y a rien. Enfin, je trouve, dites-moi si vous l'avez lu vous, mais... Je trouve qu'il n'y a rien. En fait, c'est plein de quêtes secondaires qui sont entremêlées, tu vois. Et il y en a qui y sont, mais c'est tellement inintéressant, je trouve, on s'en fout. Notamment pour ceux qui l'ont lu, vous allez voir de quoi je parle. Toute l'histoire avec Dante, on s'en fout. Ça mérite pas autant de pages. En fait, la motivation que j'ai eue pour le lire, c'est que j'ai vu que Netflix en avait fait une adaptation en série. Ils piochent des bons comics, ils font ça avec Lock and Key et tout, donc potentiellement il y a un truc à faire. Et un peu déçu. En vrai, je vais sûrement prendre la suite parce que le tome 2 vient juste de sortir là, histoire de voir, et puis parce que l'ambiance globale, graphique, on dirait la famille Adams en fait.
ça me botte, tu vois. J'ai envie de le lire pour voir visuellement ce que ça donne. Ouais, en fait, j'ai fermé le livre et j'étais un peu en mode, bah, Osef, quoi. J'ai pas eu le sentiment d'avoir appris grand-chose sur l'histoire. Je veux dire, il y a certains angles qui sont intéressants, d'autres, on s'en fout complètement. Et des trucs qui sont posés là, qui sont totalement inutilisés. Par exemple, c'est dans le premier ou le deuxième chapitre, où ils piègent un espèce d'esprit dans leur placard, un esprit qui rôde dans leur maison. Et c'est là, et ça sert à rien. Donc, ouais. Un peu mitigé, je vous cache pas. Bon, passons maintenant sur la note positive de cette vidéo lecture, avec un truc que j'ai surkiffé, et qui change, et ça fait du bien. Oh là là, j'ai adoré. Alors, parlons-en, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'habitude, enfin, je sais pas vous, mais je suis habitué à lire des trucs un peu punchy, avec des thèmes plutôt sombres, où il y a beaucoup d'action, en fait. Et là, même s'il y a de l'action, heureusement qu'il y a de l'action dedans, c'est beau, c'est contemplatif, c'est calme. Et comment ça fait du bien. Déjà, un truc que j'ai vraiment kiffé, c'est qu'il y a des mix qui sont vachement intéressants. T'as un mix super cool déjà entre des ambiances qui t'installent. Tu sens le moment ralenti sur certaines scènes, c'est vraiment beau. Et ça tranche parfois avec des scènes d'action ultra bestiales, parce que ça traite du folklore indien. Et t'as des scènes pure bestialité, où c'est un saccage total. Et quelques pages après, tu repasses sur de la douceur et de la volatilité, tu vois. Et on n'est pas habitué à ça, c'est tout le temps dans le punch d'habitude. Et là, c'est un truc qui prend son temps, et j'ai adoré. Il y a un deuxième mix niveau, histoire et lore, cette fois, entre la culture européenne et anglaise, qu'on connaît par plein de trucs différents, que ce soit des films, les séries, voilà, plein de choses différentes, et la culture indienne, qui est un truc que, moi, ça m'intéresse pas spécialement. Et ouais, ce choc entre deux cultures qui ont rien en commun, c'est vraiment cool, d'autant plus quand c'est fait par des auteurs natifs du pays et de la culture. Ça fait pas artificiel comme certains auteurs américains qui peuvent écrire sur d'autres cultures. Là, pour le coup, ça fait authentique. Et tu vois, j'ai le sentiment que lire This Savage Shores, c'est une vraie expérience de lecture, je trouve. C'est très dur de retranscrire les sentiments que j'ai eus pendant la lecture. Et c'est vraiment par rapport au ton que certaines scènes dégagent. C'est très... c'est poétique, tu vois, c'est raffiné, il y a un petit truc, il y a un petit sel, un salt bae en plus. Retenez que c'est un comics qui est vraiment très beau, qui est artistique, mais dans le sens un peu complexe. Le seul vrai truc sur lequel je peux vous parler, c'est le côté graphique de Sumit Kumar, qui est sublime, notamment au niveau des paysages, des arrière-plans, c'est magnifié par les couleurs de Vittorio Astone. Donc This Savage Shores, gros coup de cœur. Je pense pas que ce soit un truc que je relise fréquemment. C'est un peu un ovni que tu recommandes à des gens qui ne lisent pas de super-héros, qui veulent lire un autre truc différent. Hésite pas, donne-leur ça, ils vont sûrement aimer. Du coup, comme on l'avait vu dans la vidéo achat, j'ai acheté Curse of the White Knight, et je m'étais dit que je relirais Batman White Knight pour me remettre un peu dans l'univers de Sean Murphy et être sûr de rien oublier. Et j'ai bien fait, parce que hier soir, j'ai fini Batman White Knight, et j'ai commencé direct à la suite le premier issue de Curse of the White Knight. Vraiment, j'ai bien fait, parce qu'il y a, dès le début, il te rappelle des trucs qui se sont passés avant. Donc mon gros conseil, c'est si vous vous souvenez pas trop de White Knight, relisez-le avant de lire Curse of the White Knight. Pareil, il y a beaucoup de choses à dire. Globalement, c'était une très bonne lecture. Je l'avais lu à l'époque quand c'était sorti. C'est sorti quand ça? 2018. Mais la relecture m'a permis de remettre le doigt sur certains défauts, certaines incohérences qui dérangent quand tu y réfléchis un peu. Déjà, premier truc qui pour moi ne fait aucun sens, c'est sur la prise de position de certains personnages, et notamment du commissaire Gordon et de Nightwing, qui ne fait aucun sens, je trouve. Et là, ça va être une porte ouverte au débat dans les commentaires. Je vous en prie, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous voyez quelqu'un dans les commentaires qui n'est pas spécialement d'accord avec vous, commentez, je vous en prie. Donc on rappelle, dans l'esprit, dans l'univers de Batman, dans le Batverse, Nightwing et surtout Gordon, ils travaillent avec Batman pour pallier au manque d'action de la police, ou en tout cas au manque de moyens, face à des vilains qui sont totalement cheatés, qui réduisent la police à néant. Quand t'as un Bane qui fait 300 kg de muscles secs face à des mecs qui ont passé leur concours de police pour entrer au GCPD, c'est un peu déséquilibré, quoi. Si vous voulez pas du tout vous spoiler, passez cette partie. Nightwing et Commissaire Gordon sont des premiers personnages à se retourner contre Batman, mais à une vitesse, frère. J'ai jamais vu ça. Surtout le raisonnement de Gordon qui ne fait aucun sens, où il est en mode... ouais, mais en fait, non, il a dépassé les bornes, parce que le postulat de White Knight, pour ceux qui connaissent pas, c'est que le Joker prend des pilules et il va mieux. Et en fait, il œuvre pour prouver que Batman, c'est lui le problème de Gotham. Et qu'ils n'ont pas besoin de lui pour que la ville se porte bien. Ce qui fait, dans ce raisonnement-là, aucun sens aussi, mais voilà. En fait, le positionnement des personnages est vachement pressé, j'ai trouvé. Gordon, c'est une putain de girouette dans le comics, parce que il se retourne contre lui, et à la fin, il se remet avec lui en mode... Ouais, mais non, en fait, on a besoin de toi. Mais genre, c'est expliqué, mais comme de la merde. Il s'est même pas expliqué, en fait, c'est ça le problème. Et Batman, il est en mode, ouais, normal. Et pour Nightwing, c'est la même chose. Il essaye de convaincre Batman de rejoindre le GTO, et Batman ne veut pas. Et là, il se vexe à une vitesse, Nightwing, alors que...
Voilà, passons. Pour parler du plus gros défaut que j'ai trouvé, le postulat de White Knight, c'est que le Joker a organisé le fait qu'il prenne des pilules pour aller mieux, pour plus être fou. Et quand tu y réfléchis bien, le fait qu'il organise un plan aussi intelligent pour prouver qu'en fait il est pas fou et que c'est Batman le problème, c'est l'inverse total du Joker, on est d'accord ou pas? Le Joker pour moi c'est un mec totalement dingue qui fait des trucs insensés pour se faire remarquer par Batman. Parce que t'as toujours eu cette dualité un peu malsaine entre le Joker a besoin de Batman et Batman a besoin du Joker, tu vois. Et là c'est l'inverse total du postulat de départ. En fait c'est trop malin pour être le Joker. C'est pas trop intelligent parce que le Joker est quelqu'un de très intelligent, mais c'est trop organisé, tout simplement. Ça me fait rire, dans mes notes, j'ai noté en majuscule Sean Murphy, oh là là, le style graphique, j'adore. En fait, ça fait du bien de revoir un Batman carré, massif. C'est comme dans la série animée. Et tout est très pointu. Et je sais pas, c'est un style qui me satisfait beaucoup. Donc je peux vous dire que Azrael, dessiné par Sean Murphy dans Curse of the White Knight, sachant que Azrael est dans mon top 5 des méchants préférés, si c'est pas pour moi le plus stylé visuellement, ça va être parfait. Je me rappelais pas aussi du clin d'œil qui avait été fait dedans à toutes les Batmobiles. À la fin, le Batman partage sa technologie avec le GCPD qui, là aussi, c'est un angle qui est vachement intéressant, le fait que il aide le GCPD sans jamais trop les aider en leur fournissant la technologie parce qu'il a confiance en lui-même, tu vois, finalement. Donc ça, c'était cool aussi comme point scénaristique. Et en fait, toutes les Batmobiles qu'il leur donne, c'est des Batmobiles d'anciennes adaptations de Batman, genre de la série télé classique. Il y a le Batman de Christian Bale, le fanservice en tout cas, il est au poil. Donc voilà, White Knight, malgré les petits défauts, en fait je suis obligé de parler des défauts parce que ça a tellement été un event majeur il y a 2 ans, t'es obligé de le passer au crible le truc. Malgré les tout petits défauts, c'est une super lecture, vraiment. Si vous cherchez du bon Batman, allez-y. Et du coup, bilan final, si vous envisagez de lire Curse of the White Knight, relisez ça d'abord parce que dès le début de Curse of the White Knight, ils vont vous rappeler des trucs qui sont passés là. Notamment le petit point avec Alfred. Bon, on passe à la VO. Il y a eu un tout petit peu de VO. Semi-bonne aussi. On va en parler. Premier truc que j'ai lu, pour vous dire, je m'en bats tellement les couilles que j'ai totalement oublié, donc je vais vite fait le refeuilleter avant d'en parler. Rien à foutre, mec. Rien à foutre. Là, typiquement, c'est l'inverse de 10 Savage Shores. Il y a de l'action partout, sans vraiment de temps de souffler pour avoir une histoire extrêmement développée, tu vois. Il y a un fil conducteur, ça c'est indéniable. Parce que du coup, ça reprend à la fin de Deceased. C'est la suite officielle de Deceased. Ou à la fin de Deceased, spoiler. Ou à la fin de Deceased, du coup, ils quittent la Terre et ils vont sur Terre 2. Sauf qu'en fait, immédiatement, spoiler pour ça, ils retournent sur Terre immédiatement. Parce qu'ils reçoivent un signal de détresse de Cyborg, je crois. Et du coup, ils retournent sur la Terre, sur Terre 1. Et sur Terre 1 ou Terre 0, Terre 1, j'imagine. Et il va se passer des trucs. Ah, je vais le lire parce que c'est la suite, hein, mais je suis pas extrêmement investi, hein, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tom Taylor au scénario, Trevor Hairsine au dessin, donc c'est beau, c'est... À consommer comme ça, c'est esthétique et c'est écrit correctement. Très franchement, un peu osef, c'est histoire de lire de la VO. Maintenant, on parle d'un truc extrêmement bon. Même si, pareil, j'y vois pas un intérêt sur le long terme extrême à consommer comme ça. Three Jokers numéro 2. Waouh! Jason Fabok. Hein. J'ai du fanatisme et de l'admiration pour relativement peu de personnes. Mais alors, le travail de Jason Fabok, c'est fou. Genre vraiment, les pages sont dingues. Maintenant, en termes d'histoire pure, faudra voir ce qu'ils vont en faire. J'ai peur que ce soit encore le genre de truc qui se passe dans sa bulle et qui soit pas intégré dans la continuité, sachant que c'est dans le Black Label. Je sais pas vraiment ce qu'ils vont en faire. Après, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a besoin d'y voir un intérêt sur le long terme? Pas forcément. C'est juste moi qui casse les couilles avec ça. Il y a des choses dedans. Oh putain, incroyable. Tout le mythe de Red Hood et de Killing Joke qui est repris dedans, et aussi de... Alors j'oublie tout le temps, c'est le deuil de la famille ou un deuil dans la famille. Le premier, le truc classique. C'est le deuil de la famille, je crois. Ah non, c'est un deuil dans la famille. Putain, j'y arrive jamais, je retiens jamais. Qui raconte la grosse mésaventure de Jason Todd, qui est le deuxième Robin. Bon, c'est un comics qui date de ouf, hein. Mais c'est comme Killing Joke, tu vois, c'est le genre de truc où c'est inscrit dans la mythologie et dans la continuité, donc c'est ultra culte. Et cliffhanger, la science du cliffhanger, on peut dire, c'est fou, insoutenable. Tu sais, ils te mettent une perfusion d'adrénaline et de dopamine là, ils te l'injectent un grand coup là, et là tu sursautes en lisant les dernières pages. C'est fou, c'est trop bien. Je pense que je vous ferai une vidéo à part, review de Three Jokers, pour voir le bilan général, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, tu vois. Et le mettre dans ce format de vidéo, j'ai peur de pas y rendre service, et je ferai sûrement une vidéo à part pour qu'on en discute tout simplement. Voilà pour cette vidéo lecture d'octobre, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis bonjour à tous parce que j'ai vu qu'on a gagné genre quoi 30-40 abonnés en une semaine, c'est totalement dingue, donc merci à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que les conneries que je raconte vous font rire et vous intéressent. Je rappelle une dernière fois, parce que je pense que c'est important, samedi 31 octobre, vidéo spéciale Halloween, je vais sûrement me faire tuer. Oh là là, je vais mettre ça dans le titre. OMG, il se fait tuer sur YouTube et ça part de comics. Écoutez, c'est la crise, hein, voilà, on va faire du putaclic. Bon allez, je sors ma gueule, merci à tous en tout cas, et puis on se dit à la semaine prochaine.